Good Morning Business. Le débat. Beaucoup de promesses sur le pouvoir d'achat, sur les salaires, sur les biens de nécessité, sur l'essence, sur les travaux, Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel dans cette campagne pour les législatives. On est à 9 jours. Désormais, ça arrive, le premier tour. Est-ce qu'on peut faire quelque chose au niveau politique pour le pouvoir d'achat, Nicolas ? Non, c'est du pipeau. Tout ça, c'est de la flûte que nous vendent les politiques. Alors, il y a chacun a sa petite mesure, chacun a sa petite promesse. Ça correspond aussi à une forme de responsabilité collective. Dès qu'on a une difficulté sur quoi que ce soit en France, la première chose, c'est que peut faire l'État ? Que peut faire l'État ? Que peut faire l'État ? Alors évidemment, l'État sont obligés, et les politiques sont obligés d'apporter des éléments. Les principales mesures, c'est la baisse de la TVA. On sait ce que fait une baisse de TVA. Une baisse de TVA, encore une fois, c'est pas un ascenseur, la TVA. Si on monte la TVA, on sait qu'on aura un impact sur les prix et qu'on va taper le consommateur. Si on baisse la TVA, on sait qu'on aura un impact positif sur les marges et qu'a priori, on va enrichir le producteur. En fait, le seul effet politique dont les partis peuvent être certains en jouant sur la TVA, c'est d'avoir un trou béant dans les recettes publiques. Ça, ils sont sûrs qu'ils l'auront. D'ailleurs, Jordan Bardella a reconnu que sa TVA à 5,5 sur l'énergie, eh bien, ça lui faisait 17 milliards d'euros, dit-il. Bon. Ensuite, le blocage. En moins. Oui, en moins, bien sûr. Bah oui, le problème de la TVA, c'est que comme c'est une énorme recette publique, dès que vous tripatouillez la TVA, même sur des pouillèmes, vous avez tout de suite un effet qui est assez lourd. Ensuite, l'histoire du blocage des prix. Chaque fois qu'on a fait du blocage des prix, ça a créé de la pénurie. Généralement, un blocage des prix, ça va à terme inciter le producteur à produire moins ou à ne plus livrer. On est toujours là à avoir des débats sur, oh là là, on manque de médicaments en France. Alors on essaie d'avancer l'explication qu'on a délocalisé des molécules en Asie et que c'est à cause de ça. Non, on a des prix des médicaments administrés, imposé par la puissance publique, la sécurité sociale, donc on est moins livré. Sauf si l'État compense, et alors là, ça commence à... On est moins livré parce que si vous ne payez pas, on ne vous livre pas. Voilà. Ensuite, là, il y a une promesse, vous allez voir, on vous promet que les prix de l'électricité vont baisser au mois de février 2025. C'est vraiment pas la peine de promettre un truc qui est déjà dans les tuyaux. L'évolution de marché, la manière de calculer... Bah si, ça coûte rien. Ah oui, ça coûte rien. L'évolution naturelle du marché... Privé, Nicolas. Oui, mais l'évolution naturelle du marché et le mode de calcul du TRV, le tarif de vente, fait que naturellement, sans rien faire et sans rien toucher, on a une baisse mécanique des prix de l'électricité qui va bel et bien intervenir au mois de février 2025. Dire qu'on va tripler le plafond de la prime de partage de la valeur, même plus que tripler, 3 000 à 10 000 euros. Dans la mesure où aucune boîte ne distribue aujourd'hui le plafond de 3 000, dire qu'on va le tripler, ça sert juste à rien, parce que les boîtes ne vont pas soudainement, parce qu'on leur a triplé le plafond auquel elles ne vont déjà pas, se mettre à dire « Ah bah je veux doubler ou tripler la prime que je... » voilà. Donc tous ces trucs-là, ça sert à rien. On vend perpétuellement des solutions politiques. En fait, le pouvoir d'achat en France, c'est de l'argent que l'on emprunte tous les ans. Le pouvoir d'achat, on l'emprunte et c'est de l'argent, 6 000 euros par Français que l'on lègue aujourd'hui à nos enfants. Les seuls éléments qui tirent, les moteurs en fait du pouvoir d'achat, ce sont les gains de productivité, c'est l'innovation, c'est l'éducation, l'enseignement, c'est le travail. On a le nombre d'heures de travail par habitant et par an le plus faible des pays de l'OCDE. La réponse, elle est là, elle n'est pas dans un projet de loi. On n'a jamais fait des gains de productivité avec une loi de finances. Jean-Marc Daniel, Premier ministre, qu'est-ce que vous faites pour le pouvoir d'achat des Français ? Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord le constat, c'est que du pouvoir d'achat, il y en a trop en ce moment. Et donc, le pouvoir d'achat a encore augmenté de 0,5% au premier trimestre d'après l'INSEE. Et notre déficit commercial s'est encore creusé, alors que la situation s'est améliorée. C'est creusé au mois d'avril, on va vers 80 milliards d'euros. Vous avez peur de rien quand même, Jean-Marc, en disant du pouvoir d'achat, il y en a trop. Je vous reconnais bien là. Il est constant. Il y a trop de pouvoir d'achat dans ce pays. Et c'est un élément factuel. Et donc, effectivement, on vit dans la dette en soi, c'est pas la dette en tant que telle qui est un problème, c'est la dette extérieure. C'est-à-dire qu'on vit sur le pouvoir d'achat de la génération d'après au travers de cette dette extérieure. Et donc, effectivement, l'enjeu, c'est moins le pouvoir d'achat dans l'absolu que la répartition de ce pouvoir d'achat. Oui. Et donc, quand vous regardez, il y a une équation simple, c'est le revenu disponible, c'est le revenu d'activité, ce que vous tirez de votre travail, moins les impôts, plus les transferts sociaux. Et donc, l'État, il peut jouer sur les impôts et sur les transferts sociaux. Normalement, il ne joue pas sur le revenu d'activité, qui est déterminé par la productivité, par l'évolution de l'activité économique. Mais quand il augmente le SMIC, il augmente le pouvoir d'achat de certains. Le problème, c'est que quand vous augmentez le SMIC, le pouvoir d'achat des uns se fait au détriment de la génération d'après parce que vous creusez le déficit commercial, au détriment des chômeurs parce que tout le monde sait que quand vous augmentez le SMIC, effectivement, vous créez davantage de chômage. Et donc l'État, il peut agir sur le pouvoir d'achat de certains. Le tout est de savoir si il a les moyens à la fois politiques et économiques d'assumer le fait que quelque part, s'il n'y a pas de la productivité, s'il n'y a pas de la production, il le fait au détriment d'autres. Quand vous augmentez effectivement les impôts et vous baissez le pouvoir d'achat des uns, et
ces impôts que vous allez redistribuer sous forme de dépenses publiques, vous allez effectivement générer du pouvoir d'achat pour d'autres. Quand on baisse la TVA, effectivement, si vous baissez la TVA, les entreprises qui récupèrent sous forme de marge, cette marge, elles ne les mettent pas dans une lessiveuse au fond d'un jardin. Elles la redistribuent d'une certaine façon. Et donc le pouvoir d'achat... L'action de l'État sur le pouvoir d'achat, c'est la captation d'une partie du pouvoir d'achat des uns pour le donner à d'autres. Le tout, c'est de savoir à qui on le prend. Et d'une certaine façon, la gauche est assez cohérente. Elle dit, nous, on va faire payer Les entreprises, les Ils ont riches. même dit hier lors du grand oral, levez la main, les milliardaires, je vous préviens, ça va être compliqué. Absolument, oui. Non, il y a une espèce de cohérence. Le véritable problème, c'est derrière cette cohérence, jusqu'où les gens puisqu'on est dépendant de l'extérieur, jusqu'où les gens qui sont à l'extérieur et qui nous apportent ce dont nous avons besoin sont disposés à le faire. Est-ce qu'il y a une mesure, Jean-Marc, il reste 30 secondes, est-ce qu'il y a une mesure dans toute la campagne que vous avez entendue pour le pouvoir d'achat qui vaut le coup ? Non. Je suis assez d'accord avec Nicolas, c'est beaucoup de la flûte et du pipeau. Les milliardaires, Manon Aubry, elle a dit que ça commençait à 4 000 €. Les milliardaires Elle a dit que les cibles, du sadofiscalisme du NFP commencera à 4 000 €.